Clément Viktorovitch est-il le meilleur analyste politique du game? On a vu un extrait de lui tourner sur Twitter où il analyse un peu la crise politique actuelle. Il fait référence notamment à la crise du macroniste et à la montée de l'extrême droite. Et il pose la question d'où vient cette montée de l'extrême droite. Et il y a beaucoup de gens sur Twitter qui disaient que c'était le meilleur analyste politique actuel. Et donc nous, on trouvait ça intéressant d'essayer de voir à quel point son analyse est bonne ou non, à quel point on est d'accord ou non, parce que on considère qu'on revendique d'être aussi parmi les meilleurs analystes politiques actuels. Non mais on rigole, mais en réalité, il y a beaucoup de choses où on peut être d'accord avec Clément Viktorovitch, mais on trouve que dans ses analyses, il y a parfois un peu d'idéalisme, et donc du coup, on voulait pouvoir en parler aujourd'hui. Chris, comment est-ce que ça va? Bah, ça va bien, non, moi je revendique notre team. On essaye de C'est vrai qu'il y a un ballon d'or de l'analyse politique. Ouais, c'est ça, exactement. Un micro d'or ou un truc comme ça. Non, c'est normal, c'est comme dans le sport ou quoi que ce soit. Quand tu aimes ta discipline, tu essaies d'être le meilleur dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on s'est un peu spécialisé dedans, vu l'activité politique et tout. Donc, nous, on aime justement les analyses qui vont pas forcément dans notre sens, qui vont pas forcément être les mêmes. C'est pour ça qu'on a polémiqué avec des gens comme Lordon ou d'autres. Et donc là, Viktorovitch, moi, c'est quelqu'un qui m'intéresse parce que je sais qu'il est très convaincant. Mais moi, je trouve qu'il y a une limite chez lui, c'est la suranalyse des discours et des actions personnelles. On va faire la même critique de l'autre côté quand il y a des gens qui nient totalement l'agentivité, les individus, leur stratégie, etc. Moi, je trouve que Viktorovitch, il met trop ça en avant. Et ça évacue en fait les contextes socio-économiques. Ce qui est logique parce que lui, il est professeur de rhétorique. Il sait aussi, tu sais, c'est quelque chose que nous qu'on critique. Il essaie aussi défini, je me rappelle dans certaines vidéos, comme ne pas être de gauche, ne pas être de droite. Alors, je sais pas s'il disait ça clairement, mais il disait moi quand je donne un avis, c'est pas parce que c'est mon avis, mais c'est parce que c'est la vérité, tu vois, parce que moi j'appuie les choses avec des faits et mais je suis pas sûr qu'il se dise ni droite ni gauche, tu vois. Par contre, il se dit comme étant dans l'objectivité, tu vois. Et je pense, encore une fois, arrêtez-moi, vous connaissez peut-être mieux Viktorovitch que moi, qui dirait que l'objectivité, en général, elle est souvent plutôt de gauche. Mais c'est le genre de mec qui dit « Mais vous savez pas ce que je vote, hein ?» Alors que c'est évident. Voilà, c'est ça. Genre, vous savez pas ce que je vote, hein, je vote peut-être Zemmour. Non, non, frérot, on sait que tu votes pas Zemmour, on sait que t'es pour l'union de la gauche, voilà, on sait que tu voteras sûrement pour le candidat de gauche, plutôt radical, qui sera en tête dans les sondages, même si t'as un peu peur parfois de Mélenchon. J'imagine que si tout le monde est à 2% et Mélenchon à 20%, bah t'iras quand même voter Mélenchon. Donc c'est pour ça que Viktorovitch, c'est plutôt quelqu'un qui a un camarade, qui fait un travail qui est important, qui fait un travail aussi qui est assez mainstream. Et ça, c'est important, tu vois, parce que des fois, on peut critiquer l'idéalisme de certaines personnes quand, en plus de ça, tu sais, ils font pas énormément on va dire, de masse. C'est-à-dire que quand tu parles à une faible masse et qu'en plus de ça, tu as un discours qui n'est pas très, j'allais dire, poussé, mais c'est pas qu'il n'est pas poussé son discours, mais qui pour moi n'est pas si intéressant que ça, on va dire. Enfin, après, c'est peut-être qu'on a un niveau de politisation aussi particulier. Moi, quand j'écoute Viktorovitch, j'ai l'impression de pas apprendre grand-chose, tu vois, mais peut-être que c'est pas fait pour me parler, tu vois. Mais quand tu as des niveaux de personnes que tu touches comme Viktorovitch, tu as touché 300 à 400 000 personnes, là, ça peut avoir un intérêt, même si l'analyse reste limitée, tu vois. Je suis d'accord. Ce que tu disais, c'est intéressant. Genre, je suis objectif, mais vous savez pas ce que je vote. Et nous, tu sais, on a revendiqué la mobilisation aussi de revenir à l'axe droite-gauche. Parce que on peut faire des critiques sur droite et gauche, etc. Mais c'était aussi partie de la confusion. Les gens qui ne voulaient pas revendiquer droite et gauche, c'est toujours des gens qui voulaient être dans un rapport vérité-non-vérité. Je sais pas, tu vois, quand tu dis je suis de gauche ou quand tu dis je suis de droite, déjà tu es dans un espace où tu te politises, où tu prends position. Et en fait, quand on a vu dans la période de confusion, là, avant la mobilisation, c'était cette période de il y a la vérité et puis il y a la fausseté, le mensonge et le vrai. Même l'analyse système, le système contre le peuple, c'est un peu ça aussi. C'est une manière de se cacher et de faire comme si le système c'était des gens qui mentaient, tu vois, et que le peuple, de toute façon, intrinsèquement, il disait la vérité. Alors que dans le peuple, il y a des gens de gauche, des gens de droite, enfin. C'est ça, et tu vois, c'était vraiment, moi, ce que j'appelle l'espace de confusion, c'est aussi pour ça qu'on a vu beaucoup de gens complotistes, parce que c'est des gens vrais, non vrais, tu vois, vrai ou faux, c'est vraiment la vision du complotiste, et nous, on a aussi fait la critique de montrer la fausse conscience de la bourgeoisie. C'est-à-dire, elle est sincère,
mais elle se trompe. Elle ne sait pas et elle vous trompe. Tu vois, c'est le discours de Confucius, c'était elle sait et elle nous trompe, alors que nous, ce qu'on a supposé dire, c'est elle ne sait pas et elle se trompe elle-même. C'est d'arrêter de croire que on avait fait une capsule là-dessus, tu sais, sur Macron 2032 à l'infini, tu vois. Mais c'est ça, c'est de croire que l'élite est surpuissante, a une vision totale, finie de la société et qu'elle n'est là que pour mentir et faire des effets de rhétorique, etc. Et je trouve que chez Viktorovitch, il y a ce truc-là. C'est-à-dire qu'il ne montre pas la fausse conscience et surtout, il ne montre pas, on va le voir, d'où provient cette fausse conscience qui est justement d'être dans un rapport social, dans un rapport matériel, comme le marxisme nous l'enseigne. On a beaucoup parlé sans extrait, on va devoir mettre un extrait. J'ai vu beaucoup de propos qui n'ont pas été à la hauteur des événements et je demande à tout le monde de se ressaisir. Non mais c'est trop. Pourquoi on en est là? On est dans un niveau d'irresponsabilité qui est stupéfiant, c'est jamais de sa faute. Ce qui assurait la stabilité de la Ve République, c'est le fait que, après chaque élection législative, nous avions une majorité absolue, ou alors pas loin, à l'Assemblée nationale. Comment ça se fait que depuis 2022, c'est plus le cas? Réponse, parce que le Rassemblement national est devenu une force parlementaire. Le Rassemblement national passe d'environ 10 députés à environ 90 députés entre 2017 et 2022. Et comment se fait-il qu'en 5 ans, le Rassemblement national perce ainsi le plafond de verre de l'Assemblée nationale à cause d'Emmanuel Macron? C'est Emmanuel Macron qui a... Ouais, il y a quand même un gros idéalisme. Il y a quand même un gros idéalisme. T'as l'impression que le Rassemblement national, d'ailleurs les mouvements même d'extrême droite montent partout dans le monde, mais que c'est à cause d'un homme qui aurait peut-être mal manœuvré. Tu vas voir, il va le dire après, qui aurait parlé à des médias d'extrême droite, des choses comme ça. Non, c'est parce qu'il y a une crise. Il y a une crise de la classe que Emmanuel Macron représente. Et c'est pour ça que il reste toujours en superficie. Donc ce qu'il dit, c'est pas faux, si tu veux, mais c'est hyper superficiel. Oui, c'était stable avant parce qu'il n'y avait pas encore le Rassemblement national fort au Parlement. Et ben, je peux te dire, il pourrait y avoir que 10 députés Rassemblement national et que ce soit autant la merde en fait aujourd'hui, avec des grosses forces qui montent dans l'extrême droite et qui, parce qu'elles n'ont pas accès par exemple à l'Assemblée nationale, forment des milices ou des choses comme ça. Tu pourrais avoir. Enfin, c'est pas forcément parce qu'il y a une majorité absolue à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait une majorité absolue pendant les Gilets jaunes. Hein. Donc je sais pas si lui il trouvait que c'était très stable pendant les Gilets jaunes avec des gens dans la rue qui allaient tous les samedis. En fait, ce qui fait la conflictualité sociale et qui se transforme en crise politique, c'est la crise du capitalisme, tu vois. Ouais. Et le fait que l'Assemblée nationale soit en crise, c'est une conséquence de la crise du capitalisme. Alors que lui, il en fait presque l'inverse, tu vois. On croirait que c'est parce que le Rassemblement national est à l'Assemblée nationale que c'est le bordel, tu vois. En fait, c'est juste la conséquence logique d'une crise beaucoup plus profonde dont il va jamais parler, en fait. Non mais toi, t'es déjà trop marxiste, tu vois. T'arrives direct avec les trucs de la matérialisme et t'as raison, hein, parce que c'est à la fin ce qui structure, quoi, tu vois. Surdéterminant, comme dirait Althusser. Mais tu vois, même là, je trouve que dans son analyse, c'est très faible en plus. Comment il nous explique qu'en 86, alors que le RN, qui s'appelait Front National à l'époque, qui était beaucoup plus diabolisé, fait 35 députés, il avait déjà un groupe en 86. Ne serait-ce que ne pas comprendre que le mode de scrutin uninominal à 2 tours des législatives était fait pour protéger les grands partis et puis faire des barrages, des désistements au second tour, exactement, parce que comme je le dis toujours, c'est toujours compliqué, mais les législatives, c'est des mini-présidentielles, c'est 577 mini-présidentielles, voilà, il faut comprendre que c'est foutu comme ça, et que cette forme-là tenait quand il y avait 2 gros partis, le PS et l'UMP, et que c'est pas Emmanuel Macron, mais toi, tu en as donné l'explication, mais déjà, le premier fait, c'est déjà la disparition de la droite. Nous, on l'a montré et remontré, ce qui fait que le RN a pris de la place, c'est avant tout le fait qu'elle prend dans un espace de droite qui est démonétisé. On pourrait faire la même analyse sur la FI. C'est-à-dire, comment ça se fait que l'extrême gauche, si on prend les positions, alors je pense pas que Viktorovitch voit, même s'il a dit des trucs sur LFI, voilà, comme de l'extrême gauche, mais on pourrait dire, comment ça se fait que l'extrême gauche perce le plafond de verre à l'Assemblée nationale? Parce qu'elle prend sur un espace du centre-gauche qui était le PS avant, qui est aussi démonétisé. Et en fait, il y a le même mouvement de force politique, on va dire, alternative à l'ancien bloc, PS-UMP,
qui s'est sauvé une dernière fois, tu sais, en mode farce par Macron, qui a rassemblé des traites de gauche et des traites de droite. Avant, il y avait des traites de gauche et des traites de droite qui succédaient au pouvoir. Et puis avec Macron, il y a eu des traites de gauche et des traites de droite qui ont directement gouverné ensemble, tu vois, au pouvoir. Et donc, c'est ces deux effets-là. Et effectivement, comme tu l'as dit précédemment, ces deux démonétisations viennent qu'on a des gens qui étaient là pour gérer le mode néolibéral avant sa crise. C'est pour ça qu'ils étaient hégémoniques. En période de crise, comment on dit, ils ne peuvent plus. Voilà. Ils ne peuvent plus, ça se voit. C'est l'échec de Sarkozy quand il a promis sa politique de droite. Il n'a pas satisfait les gens de droite, le bloc de droite. Et pareil pour Hollande qui a succédé, il n'a pas satisfait le bloc de gauche. Donc, ils ne peuvent plus. Donc, en bas, on ne veut plus. Et donc, on se tourne vers d'autres forces. Enfin, vraiment, considérer que c'est Macron qui fait ça, alors que c'était déjà une dynamique à l'œuvre, en fait. Enfin, c'est oui, vraiment... c'était une dynamique à l'œuvre. Des Sarkozy, hein. Des Sarkozy qui a dû aller sur les plates-bandes de l'extrême droite, des Hollande qui a dû dire mon ennemi c'est la finance alors qu'il n'en pensait rien. Il y avait déjà une crise au centre et une montée des partis plus radicaux, ce qu'on analyse souvent avec la moïsation. Allez voir les capsules sur la moïsation, on l'explique assez souvent. C'est un schéma depuis 20 ans en lien avec la crise du capitalisme qui cause la crise qu'il y a aujourd'hui. Et moi, ce que j'aime pas, on va peut-être continuer son TikTok parce qu'on va dire qu'on le coupe, je sais pas trop quoi, mais ce que j'aime pas avec ce genre d'analyse, c'est qu'on a l'impression que ça aurait été quelqu'un d'autre que Macron, ça aurait été différent, tu vois, alors que pas du tout, tu vois, ça aurait été n'importe qui, ça aurait été Boris Vallaud ou Édouard Philippe, ça aurait été exactement la même chose, tu vois. On va le laisser parler. A structuré tout le débat politique entre 2017 et 2022 en un faux clivage, le clivage des progressistes contre les nationalistes. Je me souviens pas, il a structuré le clivage entre progressistes et nationalistes entre 2017 et 2022. Macron. C'était un peu son discours de 2017. Oui, de 2017. Pouvoir, voilà. Mais de dire qu'il l'a laissé là-dessus, c'est vraiment une blague, parce que tous les progressistes, on les a plus du tout entendus, mais même 2 ans après, les Gilets jaunes ont tué cet aspect progressiste. Et vraiment... Là, je suis désolé, Clément, mais reprendre cette idée qu'il y aurait d'un côté les nationalos, souverainistes, anti-mondialistes, et de l'autre côté les mondialistes, progressistes, macroniens, ça, c'est directement le discours de la droite et l'extrême droite. Hein. Donc, considérer que le clivage était celui-là, c'est donner des points à l'extrême droite, Clément. Là. C'est pas ce qu'il dit, mais il dit Macron faisait croire que c'était ce clivage-là, mais je crois même pas que ce soit vrai, tu vois. Ça n'a jamais été le cas. Macron, depuis 2018 et les Gilets jaunes, il est le parti de l'ordre contre les extrêmes. Oui, et notamment avec le Covid, il l'a fait aussi, tu sais, il faisait passer un peu les extrêmes comme des anti-vax, machin. Il a fait ça aussi avec la guerre en Ukraine, tu vois. C'est toujours été le sauveur, tu vois, que ce soit dans le Covid, pendant la guerre en Ukraine, le sauveur, la stabilité contre les extrêmes pro-Poutine, anti-vax, des choses comme ça, tu vois. Mais à moins que Clément Viktorovitch mette la FI dans les nationalistes, pro-Poutine, comme tu dis, mais parce qu'en fait, là, il passe vraiment à côté d'un truc très important. La polarisation de Macron, une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il a dû se faire comme tu l'as dit, on l'a dit en 2017, il a dû se frayer une image à gauche de progressiste. Parce qu'il est encore une émanation de la gauche et il se bat contre Mélenchon, tu vois. Mais à partir du moment où il est au pouvoir et surtout à partir du moment de la rupture du gilet jaune, c'est le parti de l'ordre contre les extrêmes, contre le désordre. Et le vrai mouvement de ces 10 dernières années du mouvement macronien, c'est l'assimilation des vrais progressistes, de la vraie alternative progressiste dans ce monde-là, la France insoumise, a la même chose que le RN. Et à des islamo-gauchistes, hein, on se rappelle, c'est entre 2017 et 2022 qu'il a fait la chasse aux islamo-gauchistes avec Frédéric Vidal, avec Blanquer et tout. Blanquer, etc. C'est vraiment une analyse, mais ridicule, d'en rester à un truc qui est perdu depuis 7-8 ans, alors que le fondamental de Macron dans son alternative, et d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, quand il parle du budget, il faut trouver un budget. Et c'est encore là-dessus que le PS et LR arrivent à se sauver. La responsabilité de la France face à la bordélisation, etc. Donc vraiment, passer à côté de ce truc des Macron et l'ordre contre le désordre, tu sais, des extrêmes qui se rejoignent du fer à cheval, ça, c'est vraiment une catastrophe. Là, il a loupé une marche, pour pas dire l'escalier, hein, Viktorovitch. Là. Dans la bouche d'Emmanuel Macron, il n'y avait plus qu'un clivage. Celui qui l'opposait lui à Marine Le Pen et qui donc la légitimait elle comme l'opposante principale. Alors, c'est vrai que Macron s'est opposé à Marine Le Pen, mais aussi à Mélenchon. Et même de plus en plus à Mélenchon et de moins en moins à Marine Le Pen. Bien sûr, qu'on soit clair. Macron n'a fait que des pas vers l'alternance, je ne vais pas dire l'alternative, l'alternance d'extrême droite dans ce gouvernement. C'est-à-dire, il n'a fait que mettre au taillot, commencer à faire des lois sur l'immigration, sans parler de ces petites phrases, hein, parce qu'on sait aussi que ça fait partie de la, même si moi je suis pas très fan du concept, mais de la lepénisation des esprits, hein, les quoi ça, tu vois, tout ce genre de saloperies qu'on a pu entendre. Il n'a fait que faire des pas vers l'extrême droite.
Et ça a jamais été pour en faire une opposante. C'est justement parce que ils préfèrent l'alternative d'extrême droite, le fascisme plutôt que le Front populaire, pour tenir et être le parti de l'ordre. Ils savent qu'ils seront bien plus du côté de l'ordre en allant du côté de Marine Le Pen qu'en allant du côté de Mélenchon. Donc l'opposant principal, ça n'a jamais été Marine Le Pen. Alors oui, dans la forme, mais le projet de Marine Le Pen n'est pas une opposition frontale à Macron. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il veut le reprendre. Il veut reprendre à Marine Le Pen. Moi j'avais fait ce tweet une fois. J'avais dit, vite, il faut faire en sorte que les gens qui ne sont pas avec les étiquettes d'extrême droite portent les idées d'extrême droite au pouvoir pour que ceux qui ont l'étiquette d'extrême droite n'y parviennent pas. C'est vraiment ça, Macron. Tu vois, c'est genre, regardez, nous, on est la République en marche, on est le centre, on va faire toute une politique d'extrême droite, et comme ça va empêcher les gens avec l'étiquette d'extrême droite d'arriver au pouvoir. Bah, en fait, on s'en tape. Tu vois ce que je veux dire? Nous, ce qui nous intéresse, c'est les actes, quoi. Qu'un acte d'extrême droite soit fait par Pierre Laval, qui était socialiste dans les années 30, si tu veux, ça change pas le régime de Vichy, quoi. Que ça lui donne pas une teinte socialiste. Et ça, vraiment, mais quelle erreur. Vraiment, quelle erreur de la montée du RN, quoi. Qui a donné des interviews à des journaux d'extrême droite, à commencer par Valeurs Actuelles, légitimant donc ces torchons et leur donnant un poids dans l'opinion publique. Là, il y a l'inversion idéaliste. Comme si Macron avait légitimé Valeurs Actuelles en y allant. Non, c'est parce que Valeurs Actuelles s'est relégitimé, parce que les gens sont devenus de plus en plus d'extrême droite, parce qu'il y a des milliardaires qui ont mis de l'argent là-dedans et tout ça, qu'à la fin, il va voir Valeurs Actuelles pour essayer de récupérer des électeurs d'extrême droite, tu vois. C'est pas l'inverse. On a l'impression que c'est lui qui a fait renaître l'extrême droite en France. Bah non, l'extrême droite était surpuissante. Emmanuel Macron avait perdu son aile gauche justement parce que, comme tu disais, il était en train de marcher sur les plates-bandes de la droite. Et donc, quand tu fais ça, t'es obligé d'avoir une stratégie un peu Sarkozy et d'aller essayer de draguer un peu à la droite, tu vois. Et d'ailleurs, on l'a bien vu avec le graphique. Alors, on va pas le faire aujourd'hui, mais je vous renvoie à toute la playlist sur le graphique. L'électorat Macron 2022 par rapport à l'électorat Macron 2017 est beaucoup plus droitier et ressemble beaucoup plus à l'électorat Fillon 2017 qu'à l'électorat Macron 2017. L'électorat Macron 2017 est un électorat qui est beaucoup plus en haut au milieu, et l'électorat Macron 2022 est un électorat qui est un peu plus toujours en haut au milieu, mais un peu plus en bas à droite par rapport à Macron 2017, ce qui veut dire qu'il chope des gens qui sont plus riches, des gens qui sont plus des artisans, des gens qui sont plus des petits propriétaires, des choses comme ça, qui est l'électorat de base de la droite classique des Républicains, des choses comme ça, quoi. Bah c'est ça. Macron démarre en mode Michel Rocard, tu vois, DSK, il finit en baladure Giscard d'Estaing, tu vois ce que je veux dire, il se déplace du centre-gauche au centre-droite, quoi, et maintenant totalement à la droite. Tu sais, c'est comme si demain, imagine demain, Mélenchon, il vient faire une interview chez nous. On va dire demain, en 2027, c'est possible, tu vois, que Mélenchon, on arrive à avoir une grosse dynamique. Si vous nous entendez, l'équipe de Jean-Luc, venez quand vous voulez, quoi. Exactement. Mais lui, il en déduirait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mélenchon a permis à des gens communistes d'exister. Non, ça voudra dire que les gens communistes, ils ont commencé à prendre du poids et donc ils sont devenus un peu inévitables pour Mélenchon, tu vois. C'est ça. Alors évidemment, nous, ça nous donnera de la dynamique et tout ça, tu vois. Mais c'est pas parce qu'un homme politique de grande importance va dans un média qui donne de l'importance aux médias et qu'il permet aux idées représentées par ce média, qu'ils soient de droite ou de gauche, d'exister. C'est parce que ces médias ont pris de l'importance que les mecs y vont, tu vois. Ils sont pas cons. Et puis c'est surtout que tu te considères comme un électorat. C'est que tu te considères comme un potentiel. Je veux dire, même si demain, Valeurs Actuelles est le plus grand quotidien de France, Mélenchon va pas forcément y aller, nous on n'irait pas, c'est sûr. Ça. Parce qu'en fait, on considère que les gens qui lisent Valeurs Actuelles ne sont pas potentiellement des gens qui vont adhérer à notre bloc, quoi. Donc là, la question, c'est justement la montée de Valeurs Actuelles, et ça, on le sait bien, c'est la montée de l'extrême droite, justement sur la déliquescence des partis de gouvernement, des partis centraux, etc. Voilà, et c'est justement parce que les électeurs qui votaient au centre droit se sont déplacés vers cette critique-là et vers le vote RN, que ensuite Macron, qui est centre droit et qui est droite, leur parle. On l'a montré dans plein de capsules. La dernière, ça doit être celle où on a défoncé IFOP là, avec Zoé. Arrêtez de croire que c'est des forces qui apparaissent ex nihilo. Les forces qui grimpent sur des espaces. Et l'extrême droite n'a pas grimpé en dehors des autres. Voilà, elle n'a pas capté les 20-30% d'abstention qui n'existaient pas. L'abstention continue de monter pendant la montée de l'extrême droite. C'est ça qui est un fait très important. Et ce qui est significatif, c'est que l'extrême droite mange le bloc de droite. Sarkozy, 2007, faisait 30%. La dernière présidentielle, il a fait 5%.
Et c'est ça qu'il faut se rendre compte, que c'est là-dessus que Marine Le Pen progresse. Donc, avant d'être l'échec de Macron, quoi que ce soit, c'est d'abord l'échec de Sarkozy en 2007. Alors, quand même, je veux rajouter, parce qu'on dit, ouais, machin, on fait genre que les individus, ça ne compte pas. La nullité de Valérie Pécresse oui, ça joue a aussi. quand même peut-être changé l'histoire, tu vois. Peut-être qu'ils auraient fait 10% sans Valérie Pécresse, tu vois. Oui, mais ça, tu sais que ça a changé l'histoire de quel côté? Je te l'ai déjà expliqué. Ça a changé l'histoire du côté que Mélenchon aurait dû être au second tour si elle n'avait pas été Exactement. aussi nulle. Voilà, c'est ça qui est catastrophique. Parce qu'elle aurait fait baisser le score de Le c'était Pen. sûr. Quand tu La larme à l'œil en y repensant. Ah, mais moi j'ai refait tous les chiffres et tout, j'ai regardé même, tu sais, par département, si je voyais les mecs qui votaient, et j'ai vu le déport de gens qui votaient vraiment en masse, vraiment, tu sais, normalement pour le parti de droite standard, quoi, LR, UMP avant et tout, et je les ai vus se déplacer vers le RN et vers Zemmour, tu vois. Ah bah un retaillot en 2022, Mélenchon était au second tour les doigts dans le nez. Hein. Exactement, un candidat, c'était la config parfaite pour Mélenchon, il y avait 3 candidats de droite au lieu de 2 en 2017. Moi, je lui dis, il a un bloc, il va faire 22%, etc. C'était parfait. Et non, l'autre, il a fallu qu'elle se ratame. Et le troisième candidat, en fait, n'a servi à rien puisqu'il y a quand même eu assez dans les 2 vases à côté. Enfin, voilà. Pécresse, alors Roussel en fait aussi partie du problème, mais n'en voulez pas trop à Roussel. Ces gens-là sont toujours en haut à droite. Les derniers qui ont voté Roussel n'auraient jamais voté Mélenchon. Ça, je peux être sûr. Ils auraient voté Hidalgo, ils auraient voté Jadot, etc. Mais vraiment, c'est Pécresse qui a fait perdre Mélenchon. Voilà. Ouais, et puis en plus de ça, je l'avais dit dans ma vidéo d'analyse sur Roussel, sur les élections et tout, tu peux pas dire ouais en fait non mais il faudrait que tout le monde se désiste pour Mélenchon et qu'en face il y ait 3 candidats. Je veux dire, l'histoire c'est pas ça, tu vois. Peut-être que si tout le monde se désistait pour Mélenchon, et Zemmour il se désistait, tu vois. Enfin genre tu sais pas comment. C'est ça, exactement. L'histoire c'est pas statique et tu peux enlever des choses, rajouter des voix à quelqu'un sans te tenir compte que les autres vont s'adapter, quoi. Si la boucle, ça avait été deuxième tour pendant 2 mois dans les sondages, Mélenchon vs Macron, tu sais, dans les intuitions, t'inquiète pas que les stratégies de droite, elles auraient été modifiées, voilà, et qu'effectivement, de la même manière... Et même les votants, tu vois, les votants Zemmour auraient voté Le Pen. Et même, tu vois... Ou Pécresse Le Pen. Tout le truc de Roussel, c'était aussi de s'appuyer sur les sondages. Là, on fait une petite digression, mais c'était aussi de s'appuyer sur les sondages pour dire mais de toute façon, il peut pas gagner Mélenchon. Tu sais, il donnait raison à IFOP. Ça y est, c'est loin, donc votez pour vos convictions. Si ça avait été coup de coude Le Pen-Mélenchon, peut-être que là, Roussel, paradoxalement, se serait désisté. Parce que là, il aurait su qu'il aurait payé vraiment le prix de la perte trahison, de la gauche. Ouais. En plus de ça, peut-être qu'il aurait pu négocier des postes. Oui, je sais pas trop quoi. Les législatives. Ouais. C'est de sa responsabilité. Emmanuel Macron, qui a validé plusieurs des totems, plusieurs des analyses du Rassemblement national, c'est lui qui touche le premier à l'aide médicale d'État. C'est lui qui dit que Pétain a été avant tout un grand soldat. C'est vrai qu'il a dit ça, c'était pile, putain. Et ce qui est marrant, c'est que, tu sais, Attends, à quel moment ce gars s'est dit je vais faire une déclaration, Pétain a été avant tout un gros soldat, il a un problème le gars, genre je sais pas, personne fait ça, même à droite les gens ils font pas ça, tu vois. Moi c'est intéressant parce que je trouve que, tu sais, on dirait le train de retard des élites, tu sais, Viktorovitch. Pour moi c'est vraiment les élites qui, crois-disant, se sentent en avance sur l'histoire, mais en fait ils ont un train de retard sur les masses. C'est là il fait un espèce d'antimacronisme 7 ans après les Gilets jaunes. Mais déjà en 2018, tu te rappelles, c'était vraiment les mecs, et d'ailleurs c'est un truc qu'on critiquait, de mettre tout sur Macron. Tu sais, il y a les affiches Micron, tu sais, en mode Obélix et tout, là, Micron explosion et tout. C'est vraiment les types, ils avaient les meilleures affiches de tous les temps, tu vois, sur Facebook et tout. Je sais que t'appelais à Johan, ça. Mais voilà, tu vois, vraiment les affiches Micron et tout, et qui était une surcentralisation de la critique politique sur Macron. Et même nous, tu vois, on arrivait un peu gauchiste en disant mais non, il faut critiquer la bourgeoisie plus largement, le capitalisme, un peu chiant, mais je pense que c'est vrai, tu vois. Mais là, ce qui est trop marrant, c'est que 7 ans après, le type vient, alors effectivement, avec toute une logorée un peu scientifique, mais faire la même chose en fait. Il met tout sur Macron. Et nous, on arrive en mode non, faut être matérialiste. Et tout, tu vois, c'est la même chose, mais en fait, c'est. Et puis la gauche progressiste, un petit peu libre, tu vois. Je dis pas que Viktorovitch est comme ça, j'en sais rien, tu vois, mais qui aime bien Viktorovitch, on va dire. À l'époque, il disait que non, mais voilà, il a été élu quand même, les gilets jaunes, blabla, ils sont violents et tout. Enfin, tu sais, parce qu'en fait, c'est aussi un problème. Ils font des analyses par rapport à des discours, par rapport à des faits, mais jamais par rapport à des classes sociales. Et donc, ils ont toujours un train de retard parce que, tu sais, c'est des gens, il faut attendre qu'il y ait un génocide avant de dire qu'il y a un génocide. Il faut attendre qu'il y ait un mec qui enlève la sécu avant de dire que ce type est un droitard, tu vois. Alors que, en fait, quand tu vois qui y a derrière, quand tu vois quelle classe sociale il y a derrière, quand tu vois déjà qu'il est issu du Parti Socialiste, ça pue, tu vois. Tu vois que tous les milliardaires financent pour qu'il baise Benoît Hamon, tu vois. Tu vois que Hollande le suit. Tu vois que le mec c'était un banquier, tu vois. T'as même pas besoin de lui laisser 2 semaines au gouvernement.
pour commencer à t'opposer à lui, tu vois. Et quand tu fais ça, nous, on le ce savait. genre de personne te dirait oui, mais attendez, on n'a pas encore tout fait et tout. Et puis il a dit qu'il allait faire du ni droite ni gauche. Il a dit que, je sais pas, le travail était compliqué, qu'il allait payer mieux. Enfin, tu vois, il avait tout un discours, Macron, qui était à l'opposé de ce qu'il a fait. Et nous, on savait très bien qu'il allait pas le faire, tu vois. Pourquoi ? Parce que nous, on faisait une analyse un peu plus en profondeur. Tout comme tu peux avoir, je sais pas, Le Pen qui te dit oui, on va faire la retraite à 60 ans. Bah, tu sais bien qu'avec les forces qu'il va y avoir si Le Pen est élu derrière Le Pen, avec les accords qu'elle va devoir passer avec LR et avec des droitards, tu sais très bien que la retraite à 60 ans, oui, il y a peut-être 2% de la population qui, s'ils ont commencé à 14 ans et qu'ils ont 48 annuités, ils auront la retraite à 60 ans, tu vois. Mais la réalité, tu sais très bien qu'elle ne va pas le faire parce qu'elle ne peut pas le faire. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'elle trahisse pour savoir qu'elle ne le fera pas. Et du coup, en fait, elle ne trahira même pas parce qu'elle correspondra aux classes qui l'ont fait élire et qu'elle sert, tu vois. Mais on est d'accord. Et là, en plus, bon, si tu veux, on va donner le point à Clément. Oui, je suis sûr que Clément, il sait que si Marine Le Pen, elle arrive au pouvoir, ça va être catastrophique parce que lui, l'extrême droite, tu vois, bon. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que Clément nous dirait si on lui disait Olivier Faure arrive au pouvoir? Comment ça va se passer, Clément? Ben, moi, je te dis, ça se passera comme Macron. Ça se passera exactement comme Macron. Et là, ils n'auront pas le même truc. Ouais, ce serait mieux, forcément. Ben non, ce sera pas mieux. Parce que c'est pas parce qu'on connaît, je sais pas, sa vie privée et qu'on sait que c'est un traître depuis X générations, Fort. C'est qu'on sait qu'ils n'ont pas le bloc social, ni la force institutionnelle pour transformer la société néolibérale. C'est déjà pour ça qu'ils vont vers une forme de droitisation pour conquérir le pouvoir. Donc on sait que quand ils seront au pouvoir, ils donneront beaucoup plus de gages aux forces conservatrices que sont le patronat, le MEDEF, ces lobbies organisés de la bourgeoisie, que vers le bloc populaire, parce qu'ils n'en sont pas. Ce n'est pas leur bloc, quoi. Et ça, je suis sûr que si on pose la question à Viktorovitch, il dira « je sais pas, mais moi je préfère essayer », tu vois. Bah non, ça sert à rien d'essayer. Si Faure arrive au pouvoir, en plus de ça, c'est possible pour le coup qu'il n'aille pas. Je pense pas qu'il ira donner des interviews à Valeurs Actuelles. Alors peut-être, hein, ils sont toujours capables de nous donner le PS, mais il ira sûrement pas donner des interviews à Valeurs Actuelles parce qu'il se fera passer pour la vraie gauche, social-démocrate, je sais pas trop quoi. Et donc du coup, il y aura même plus les arguments pour dire regardez, ils ont pavé la voie au RN en allant voir Valeurs Actuelles, parce qu'en fait, mais partout dans le monde, tu prends Trudeau, tu prends même Kamala Harris, tu prends tu vois, tous ces espèces de social-libéraux dits progressistes, ils pavent la voie à l'extrême droite sans forcément aller, comme Macron, parler dans des médias d'extrême droite. Parce qu'en fait, ils sont tellement impopulaires et ils portent tellement au nom de la gauche toutes les politiques néolibérales les plus impopulaires que du coup l'extrême droite se régale après et arrive à avoir un discours un peu anti-système, un peu dégagiste, alors qu'on sait très bien qu'ils vont faire exactement la même solution néolibérale, voire pire. Voire libéral, même pas néolibéral, mais libéral plus classique, on va dire. Ouais, on est d'accord. Sur la destruction de l'État. Mais en plus, c'est pire parce que eux, s'ils arrivent au pouvoir maintenant, ils vont réessayer de mettre en place des trucs, tu vois, genre des années 80-90 de répartition, alors que le mode de production est bien plus en crise. Donc ça va être 10 fois pire, en fait. C'est-à-dire, quand ils faisaient de la traîtrise néolibérale, mais pendant que le néolibéralisme était encore fonctionnel et était encore capable de délivrer de la plus-value, tu vois, de la croissance, ils pouvaient un peu en redistribuer et apparaître comme de gauche. Mais là, il n'y a plus rien à capter, si tu veux. Donc la bourgeoisie, elle va même pas leur laisser ça. Donc elle va les exploser en 2 secondes, quoi. Et en face, il n'y aura aucune force de résistance. Mais ça, tu vois, c'est pas des choses qu'il va dire. Et là, il nous fait du gilet jaune pédant, de petits bourges diplômés, mais en fait c'est la même chose, quoi, en juste plus malin, quoi, en juste voilà, on est passé du gilet jaune pour Facebook au gilet jaune pour Instagram. Ça a moins de gueule, quoi, tu vois. Enfin c'est moi je préfère les affiches Micron Micron explosion, voilà, ça a plus de gueule. Là c'est nul, quoi. Réhabilitant le pétainisme qui est évidemment l'un des moteurs du Rassemblement national. Non, c'est pas, le PTI, c'est pas un des moteurs du Rassemblement national, c'est quoi ces conneries? Mais tu vois, ça, les mecs qui s'appuient sur la réhabilitation de Pétain pour monter. Enfin, je veux dire, les gens se droitisent à droite, je veux bien, mais je pense pas qu'en France, en se basant sur la réhabilitation de Pétain, t'arrives à atteindre la présidence. Mais là, franchement, assimiler Le Pen à Pétain ou je sais pas quoi, à la Révolution nationale pétainiste qui n'a rien à voir, qui est fasciste dans un moment de crise,
envahi par une puissance étrangère, qui a des aspects semi-socialisants parce que critique de la grande juiverie internationale, c'est par son antisémitisme, critique de... Voilà. Enfin, vraiment, c'est ridicule et c'est vraiment un truc de feignant, tu vois. C'est vraiment genre, je vais à l'extrême droite, je vais lire, je vais dire que c'est Pétain, je vais dire que c'est l'anti-Dreyfusard. Vraiment, c'est vraiment n'importe quoi. C'est pas du tout comprendre vraiment l'extrême droite telle qu'elle est aujourd'hui. L'international fasciste, écoutez plutôt nos camarades qui parlent de ça, très bonne émission de nos camarades d'Isonomia là, qui avaient fait ça sur l'international fasciste, qui justement est un retour conservateur de l'ordre libéral. On est bien plus proche effectivement des années 70 dévastatrices, conservatrices de Thatcher, même de Pinochet, etc. Dans cette vision hayekienne ou friedmanienne de cette violence antisyndicale, la propriété du privé par le privé, cette violence qui se retrouve chez Meloni, qui se retrouve dans l'AfD, qui se retrouve en Angleterre en ce moment, qui se retrouve chez Trump, que dire que le moteur du RN c'est Pétain. Et vraiment, en faisant ça, on se fait plaisir. Voilà, on s'invente une analyse de gauche, mais vraiment, on prend les gens pour des cons. C'est vraiment se faire plaisir, on les traite de nazis, on les traite de pétainistes, qui n'a rien à voir avec les dynamiques concrètes matérialistes, mais ça peut permettre de paraître encore de gauche. Bon, voilà. Pourquoi tu t'emmerdes à Pétain? Aux subalternes, dis qu'ils sont Hitler, dis que c'est Hitler le moteur de l'extrême droite, ce sera plus simple. Mais en plus, tu vois, il y a une sorte de positivisme chez Clément Viktorovitch. Donc je pense qu'il aime bien les sondages, les analyses, des choses comme ça. On peut faire un sondage. Combien des gens qui ont voté Marine Le Pen en 2022 savent déjà que Macron a dit ce truc-là sur Pétain? Déjà, je pense que quasiment personne, tu vois, alors 15%. Et combien pensent que Pétain a eu une œuvre plutôt positive dans l'histoire de France, tu vois? Je pense que la majorité des gens qui votent RN pensent que Pétain a eu une mauvaise influence sur la France et sont plutôt gaullistes, tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs que le RN aujourd'hui arrête pas de parler de la résistance, de Gaulle et tout ce qui est ridicule par rapport à l'histoire de leur parti, ça on est d'accord. Mais factuellement, les gens qui votent RN ne se retrouvent pas dans un discours de réhabilitation de Pétain ou dans un discours négationniste. Ça n'empêche pas qu'il n'y ait pas des négationnistes qui votent RN, ça n'empêche pas qu'il n'y ait pas des députés qui sont des gros zinzins néo-nazis ou négationnistes dans les députés RN, ça on est d'accord, parce que c'est leur force vive un peu, c'est des gars qui sont politisés à l'extrême droite à 16 ans, qui sont allés dans des milices, dans le GUD, dans des choses comme ça, qui ont fait le service d'ordre du RN et qui se retrouvent rétribués avec un mandat de député ou des choses comme ça on est d'accord. Mais pensez que en tant que mouvement dans la société, un mouvement de masse quand même, un mouvement qui est massif, où il y a quand même beaucoup de gens qui votent RN, ça se base sur la réhabilitation de Pétain ou du nazisme ou je sais pas trop quoi, c'est ne rien comprendre en fait à ce qui est en train de se passer et justement donner un petit peu le bâton pour se faire battre, parce qu'en face tu te fais ridiculiser par un Jean-Philippe Tanguy qui dit vous nous traitez encore d'Hitler machin et tout, enfin c'est vraiment la gauche qu'ils adorent détester et ça marche assez bien en fait, tu vois, t'as un mec qui arrive qui dit moi j'ai fait Sciences Po et je pense que vous êtes Hitler, et t'as un type qui arrive qui dit oui moi ma mère elle est femme de ménage et puis moi je pense que vous avez trahi la France pour je sais pas trop quoi, l'économie mondiale, tu sais, c'est toujours leur discours à la con Rennes, mais ça marche très bien en fait sur ce genre d'opposition et c'est sur ça qu'ils ont perduré pendant des années quoi. C'est ça. Et surtout qu'on se comprenne bien, on n'est pas là pour dire mais non, ils sont pas racistes. Ils sont racistes. Fâchés, pas fachos, etc. Mais ils sont dans une mécanique de pacte raciste qui n'est pas identique au plein pouvoir de Pétain en 40, quoi. Tu vois? Donc c'est ça qui... Mais qui n'est même pas dans la réhabilitation de Pétain de manière directe. Je dis pas en plus que Le Pen au pouvoir, peut-être qu'elle ferait plaisir à des ultras, c'est du RN en réhabilitant Pétain, ou j'en sais rien, tu vois. Mais son électorat... Oui, non, mais je vois pas... Enfin, si elle faisait ça, elle serait vraiment bête, je pense. Mais son électorat n'est pas du tout là-dedans. En tous les cas, le moteur de la crise politique n'a rien à voir avec le fait que Macron ait sorti une phrase sur Pétain, tu vois. C'est ça. Et c'est mal... En plus, paradoxalement, c'est mal analysé ce que nous, on essaye de faire. Allez voir notre dernier entretien dans notre numéro de position avec Félicien Faury. C'est mal analysé, justement, comment le racisme, la préférence nationale, cette espèce de surplus culturel, d'identité, etc., est le ciment du pacte qui fait que Marine Le Pen arrive à 23% à une présidentielle et est 2 fois consécutive l'opposition à Macron. Ramener ça à Pétain, ce n'est pas comprendre le ciment du racisme concret, ces oppositions qu'on va faire, les bourgs et les tours. Par exemple, moi je vais dire un truc, un Ruffin avec ses conneries de bourgs et tours fait bien plus pour le pacte raciste et cette opposition qu'il y aurait au sein des classes populaires, entre les classes populaires de quartier et les classes populaires de la ruralité, que Macron ou Vincent Renoir avec Pétain ou des négationnistes, quoi. Ça, c'est vraiment pour moi, et c'est pour ça qu'on lui tape dessus plus fort. Roussel, par exemple, crée un climat, quand il parle de quartier radicalisé, bien plus important dans l'hégémonie de l'extrême droite que Macron, en parlant de Pétain qui a été un grand soldat, dont vraiment tout le monde se fout, sauf des gens
spécialiste du commentaire politique, de la petite phrase, etc. Ce qu'est Viktorovitch, quoi. C'est vraiment une analyse d'entre-soi qui ne sert à rien. Ouais. Bah, bref, on va peut-être pas boucler là-dessus, mais j'ai vu par exemple que Mathieu Burgalassi avait fait un debunk de Forisson, tu vois. On est un peu là-dedans, tu vois. C'est des trucs. Je veux dire, tout le monde est d'accord. Tu fais un debunk de Forisson sur Blast, tu vas avoir des gauchistes qui vont regarder un debunk, qui sont déjà pas négationnistes, qui vont voir un debunk de Forisson, qui vont dire ouais, c'est très bien, tu vois, mais. En quoi ça fait avancer la lutte contre l'extrême droite, j'en suis pas persuadé. Et je pense que ces gens-là, qui sont un peu en mode positivisme, debunk, machin, ils pensent que ça fait beaucoup avancer le combat. En fait, ça fait rien avancer du tout, tu vois. Vaut mieux débunker les trucs de Guy Louis ou de Ruffin ou de Russell sur les quartiers radicalisés que d'aller dire que Forisson avait tort, alors que je pense qu'il y a 99% de la population qui est d'accord, et les mecs qui sont néo-nazis, ils vont pas être convaincus par une vidéo de Blast qui dit que Forisson avait tort, parce qu'ils vont dire oui, mais vous avez pas vu la théorie de je sais pas trop quoi, comme quoi des extraterrestres avaient fait, tu sais, sur les mecs qui sont cramés et qui croient que Forisson a raison, et ils vont pas aller voir cette vidéo, tu vois. Donc c'est des trucs où on se fait plaisir, encore une fois, on a l'impression de mettre en PLS des gens d'extrême droite. En réalité, dans le combat politique, moi, je suis pas persuadé que ça sert à grand chose. Peut-être dans les années 70, tu vois, mais aujourd'hui, il y a un consensus évident pour dire que Forisson a tort, tu vois. Et on est revenu, comme je te dis, on est revenu au début des années 2000, là, quand on s'opposait, comment dire, de manière totalement idéaliste au RN, quoi. C'était un combat d'idées. Alors, c'était, faut pas les faire venir sur les plateaux. Mais non, on s'oppose, ça sert à rien. Et les deux sont vrais, hein. Essayer de débunker leur truc, c'est débile. Nous, on l'a même dit, tu sais, avec quelqu'un comme Desfontaines. On ne le dit pas qu'à Viktorovitch. Je te rappelle, nous, Desfontaines, c'était le spécialiste de ça pendant la campagne européenne. Je vais montrer que, monsieur Bardella, j'ai là, ici, les chiffres, vous ne pourrez pas nous démontrer votre mauvaise foi. Ça, c'était Desfontaines. C'était vraiment essayer de débunker le truc de dire, ah, mais en fait, vous n'êtes pas vraiment sociaux. Mais on s'en fout de ça. Ils ont cristallisé une logique concrète, performative à la pénurie. C'est de dire, oui, il y a de la pénurie. Tout le monde le sait, tout le monde le voit, tout le monde le vit. Maintenant, pour la gérer, on va faire en sorte que ce soit d'abord les natifs, les Français, et ensuite d'abord les Blancs pour la gérer. C'est pour ça que ça progresse, parce que ça, c'est clair, c'est évident. Comment on fait en sorte d'avoir une alternative aussi puissante ? Et c'est ça qu'on on explique à chaque fois ici. De dire, si on n'a pas une alternative aussi puissante en disant, bah non, en fait, il n'y a pas de pénurie, et regardez, on va créer de l'abondance comme ci, comme ça, par la planification, cette forme aussi puissante, on ne s'opposera pas, et on aura effectivement le chemin, comme tu dis, pavé vers l'extrême droite. Et entre les deux, on aura des tartempions, des dindons de la farce, là, qui vont nous dire, ah, mais en fait, Trump, s'il a été élu par une majorité de classe moyenne ouvrière, beaucoup plus en 2022, c'est parce qu'en fait, on n'a pas assez débunké le discours des platistes. Bah non, en fait, si tu veux. Tu vois, c'est non. À un moment donné, tu as des masses ouvrières blanches, WASP, américaines, qui se disent... Même pas mal d'hispaniques, hein. Exactement, et qui se disent, bah non, en fait, l'hégémonie américaine est en train de perdre face à la Chine, donc on va voter pour un gars qui va mettre des droits de douane, du protectionnisme, et qui va s'affronter ça. Le discours des platistes ou anti-woke, ça c'est très intéressant pour voir le chemin de la bourgeoisie, mais pas pour voir l'adhésion des masses à cette bourgeoisie. Parce que les masses, elles ont un problème matériel qu'elles résoudent matériellement. Si elles adhèrent à certains discours et à certaines visions de la bourgeoisie, c'est qu'elles ont au moins l'impression que ce sont des solutions à leurs problèmes matériels. Mais en plus de ça, c'est un peu un truc de personne terminalier internet, tu vois, genre oui, sur Reddit peut-être il y a full platiste ou je sais pas trop quoi, sur un forum où il y a 50 000 personnes, tu vois, mais dans la vie réelle, tu vois, je suis pas persuadé que ça a un impact de ouf, quoi. C'est nimp. C'est lui qui veut une loi séparatisme, validant, là encore, les uns après les autres, tous les diagnostics du Rassemblement national, leur donnant le point à chaque fois. C'est même lui. Alors, je suis d'accord avec toi, mais le PS a aussi validé tous les diagnostics du Rassemblement national. En fait, ça fait presque 40 ans que tous les politiques valident les diagnostics, de dire oui, il y a un problème quand même avec l'immigration, mais nous, on va pas faire l'immigration zéro, mais il y a un problème avec l'islamisation et tout. Donc, c'est pas lui, c'est pas juste Macron qui a fait ça. En fait, ça, c'est une dynamique globale c'est quoi, c'est quand les grèves tu sais, où ils vont commencer à faire croire qu'il y a une espèce de c'est en 83 avec les usines Talbot, ouais. Ouais, les usines Talbot en 83, c'est déjà comme ça, tu vois. Donc c'est pas nouveau de Macron qui valide les diagnostics. Lui, il commence à valider les solutions, c'est aussi ça le problème, tu vois, mais c'est pas tant les diagnostics. En plus, faire croire qu'avant, tu sais, avant Le Pen, même avant Macron qui fait ça, on aurait été dans un état de droit fondamentalement antiraciste. Mais il y a plein de lois racistes dans ce pays. Enfin, je veux dire, tu parlais de ça sur les lois Talbot, mais toute la dynamique islamophobe, elle attend ni Macron,
ni Le Pen. Hein. Les lois de 2004, les problèmes à Creil, etc., le printemps républicain, tout ça, c'est des choses qui n'attendent ni Le Pen ni Macron et qui se déploient dans l'ordre nationaliste français via le PS et via l'UMP. Donc, c'est vraiment de la surface. Hein. Là, on est vraiment dans la surface. Hein. Et en plus, on est faux. En plus, c'est faux. Parce que du coup, ça manque de vrais faits. Et quand tu regardes vraiment les faits, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça fait 40 ans qu'on donne des gages, non pas à l'extrême droite, on s'en fout, qu'on donne des gages à la réaction. Voilà, là, j'ai envie de citer le grand philosophe Michel Clouscar, sous les pavés Le Pen. Effectivement, après, soi-disant, le moment libéral, la bourgeoisie ne ferait que mettre en place des mesures lepénistes. Et pas depuis Macron, depuis les années 80-90. Qui laisse voter la loi immigration qui valide le principe de la préférence nationale. Marine Le Pen parle d'une victoire idéologique. Et c'est parce que le Rassemblement national en 2022 et encore plus en 2024 est devenu une force parlementaire que notre Assemblée nationale est désormais fragmentée, divisée en 3 blocs, aucun d'entre eux n'ayant la majorité absolue. Comme notre Assemblée nationale est fragmentée, divisée, mais qu'à côté, on a un président de la République élu qui prétend donc gouverner la République française avec son programme parce qu'il a été élu sur son programme, on a une contradiction majeure dans nos institutions. Et ça, il en est le seul responsable. Il prétend aujourd'hui avoir garanti nos institutions, il les a fait sombrer. Emmanuel Macron n'est pas le seul responsable, contrairement à ce que j'ai dit de manière peut-être un peu énervée tout à l'heure. Il est un des principaux responsables. On a 2 facteurs exogènes au Rassemblement national. Oui, c'est même des dynamiques beaucoup plus globales. C'est pas lui et puis Alexis Kohler, tu vois. C'est pas parce que tu rajoutes 3 individus que ça change quoi que ce soit, tu vois. C'est des dynamiques sur 50 ans. Il l'incarne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est des dynamiques de fond, ouais. Lui-même, que sont d'une part la bolloréisation des médias, d'autre part le jeu absolument pervers joué par Emmanuel Macron, et un troisième facteur qui lui est endogène au Rassemblement national, le fait que malheureusement ils ont eu une stratégie de communication redoutablement efficace. Oh là 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 là, les 3 facteurs, il n'y a aucun facteur un peu matérialiste et tout. Ils ont eu de la communication efficace, ils ont eu de l'argent, donc voilà, ça a marché. Mais ce qui est trop fou, c'est vraiment, ça ne marche pas avec les faits. Depuis 2002, nous, c'est notre séquence, qu'on analyse la confusion, homoïsation. Allez voir les vidéos là-dessus, etc. Depuis 2002, entre 2002 et 2022, il y a 4 second tours du présidentiel, d'accord? Il y a 3 fois le FN-RN au second tour. 3 fois. 2002, 2017, 2022. Sur 5 second tours, du coup. Ouais, sur 5 second tours, il y a 3 fois. Voilà. Donc, dont une fois, même 2 fois, mais une fois Sarkozy qui va sur les plates-bandes du RN. Voilà, donc en fait, les idées du RN et les dynamiques du RN sont en fait 5 fois au second tour. Tu vois, parce que c'est soit Sarkozy, soit le RN. Toi. C'est ça. Et Sarkozy, pour les gens, quand il était à la bourre, regardez toutes les saloperies qu'il a dit. Alors, ce qu'il a fait en 2007 avec Buisson et en 2012, comment il a essayé de courir après le RN pour essayer de rattraper le retard. Voilà. Et Bolloré, c'est simplement, la bolloréisation, c'est simplement entre 2017 et 2022. C'est vraiment n'importe quoi. Macron, c'est simplement entre 17 et 2022. Ce que ne comprend pas Bolloré était un conservateur, il l'a toujours été. En plus, c'est un néocolonial qui exploite le Cameroun, etc. Bon, on va pas faire la biographie de Bolloré. C'est l'incarnation de la bourgeoisie autoritaire, libérale, conservatrice, raciste. Je sais pas s'il a été créé dans un espace de synthèse, ce gars, mais en tout cas, c'est vraiment l'élément chimiquement pur. Pourquoi il achète ces médias d'extrême droite que maintenant, que entre 2017 et 2022? Mais parce que c'est déjà des pouvoirs hégémoniques, comme tu l'as dit tout à l'heure, Padu. Parce que c'est déjà des trucs qui font vendre, c'est déjà des trucs qui ont de la thune. Il fait pas ça. Après, je crois qu'il est déficitaire sur ces médias, Bolloré. Non, mais les médias sont déficitaires par définition. C'est comme les clubs de foot. C'est pas un endroit où tu fais de la thune. Tu vois, c'est un endroit où tu fais du soft power. Tu vois, ça te permet pas de faire de la thune, mais ça te permet de mettre un climat intellectuel pour pouvoir faire de la thune ailleurs, et tu vois, donc c'est très important le soft power, mais c'est pas parce que ça gagne pas directement que ça gagne pas de manière indirecte, quoi. Et ça, c'est toujours la bêtise de dire ouais, il gagne pas d'argent, donc bah oui, s'il gagne pas d'argent là, nous on gagne pas d'argent directement avec l'appât du team, on gagne pas directement de militants avec l'appât du team, mais en faisant des choses grâce à l'appât du team et en relayant, on va fabriquer indirectement des militants. Donc cette analyse de la comptabilité là, ça c'est vraiment pour les zététiciens, tu vois. Mais donc voilà, pourquoi il le fait à ce moment-là? Exactement parce que tu as dit, c'est d'abord l'extrême droite comme force politique, comme débouché à la crise qui s'impose matériellement, et Bolloré en devient un effet. Alors un effet un peu amplificateur, pourquoi pas? Parce qu'effectivement, les transformations ne sont pas des droites, ne sont pas continues. À la fin, elles ont des accélérations impressionnantes, comme on a parlé avec Zoé sur la période 33 face à Mauduit et Saké. Mais vraiment,
Là, on inverse la cause et la conséquence. Moi, j'ai même un avis qui est pire que ça. Bolloré est là pour empêcher Le Pen et sa ligne de 2012 d'arriver au pouvoir. C'est-à-dire de faire de la pub pour une droite sur une ligne d'union des droites libérale, réactionnaire, qui est beaucoup plus la ligne Bardella que la ligne Le Pen, parce que Bolloré considère que Le Pen est encore trop social, tu vois. Donc, je suis pas persuadé que la bollorisation profite en dernière instance au RN. Peut-être que le RN arrivera au pouvoir, mais je suis pas persuadé que ce sera sous Le Pen. Si le RN arrive au pouvoir, ce sera dans une dynamique d'union des droites avec Bardella et dans un truc qui ressemblera beaucoup plus à Retailleau, en fait, qu'à la ligne Le Pen, tu vois. Je dis ça un peu en rigolant parce qu'évidemment, nous, c'est du pareil au même. Ce sera quand même l'extrême droite au pouvoir. Mais quand même, penser que c'est Bolloré qui a fait le RN, non, c'est l'inverse. Le RN était très puissant, Bolloré est arrivé pour influer, pour porter une ligne qui lui est propre et qui n'est pas la ligne avec laquelle Le Pen était arrivé très haut dans les sondages et très haut au deuxième tour en 2017, tu vois, qui était une ligne beaucoup plus, bon, elle a abandonné entre les deux tours, le retour au franc et des choses comme ça, mais qui était une ligne un peu plus souverainiste, sociale, machin, même si on sait que c'est des conneries, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Moi, je pense que s'il n'y avait pas Bolloré aujourd'hui et si les médias étaient comme ils étaient en 2012, le RN serait tout aussi haut, voire peut-être même plus haut dans les sondages, tu vois. Parce qu'ils continueraient à dire on est anti-système, machin. Ils seraient obligés de les inviter. Parce qu'en fait, ils feraient 25% au premier tour, donc tu peux pas ne pas les inviter, tu vois. Et ils continueraient à faire croire que les médias sont contre eux. Donc aujourd'hui, à la limite, le fait qu'ils se normalisent dans des médias d'extrême droite, ça leur permet peut-être un vote différent, un vote de droite plus classique, les retraités, des choses comme ça, mais ça va leur faire perdre un vote populaire, réfractaire et dégagiste, tu vois. Donc en réalité, ça change pas non plus la face du monde, je pense. Ben, on est d'accord. Et en plus, la preuve, le fer de lance de la Bolloré TV, c'est Zemmour qui déteste le RN par-dessus tout. Il a été monté pour tuer le RN, quoi. Donc vraiment, oui, ça fait partie de l'extrême droite, mais en vrai, moi j'ai envie de dire, c'est là où un peu ce sera des dadons de la farce, comme dans les années 30, c'est que à la fin, c'est Hitler qui arrive au pouvoir quand même. Mais si demain, c'était pas Hitler, mais ça avait été Hindenburg ou Schleicher qui avait mis en place les politiques d'Hitler, est-ce qu'on aurait dit, en fait, on a évité le fascisme? Bah non. Si demain, c'est Retailleau qui prend le pouvoir et qui applique exactement le programme de Marine Le Pen, est-ce qu'on aurait été content d'aller faire barrage à Le Pen pour voter Retailleau? Imagine un second tour, le second tour de l'horreur. Retailleau, Le Pen, ou Retailleau, Bardella, là, le graphique aura dit n'importe quoi, tu vois. Voilà, j'aurais pêche, hein. Donc moi, non seulement je serais en dépression parce que le graphique m'aura emmené dans un multiverse complètement faux, voilà, et vraiment l'horreur, quoi. Donc, Tu penses que Retailleau dira ce vote m'oblige ou pas? obligé d'être un facho. Mais tu vois, on s'en fout, quoi. À la fin, comme on dit, c'est les actes au pouvoir. Donc cette focalisation même sur le RN, c'est catastrophique. Et je te laisse la fin sur la stratégie de communication. Bah oui, alors là on pourrait prendre Kluskar, hein. C'est la dernière couche de peinture qui arrive quand les choses sont déjà faites. Kluskar disait ça sur la publicité, mais c'est un peu ça. Je pense qu'on surestime vachement, que ce soit pour Mélenchon ou que ce soit pour Bardella, le rôle de la stratégie de communication sur les réseaux sociaux dans leurs résultats électoraux. Je ne dis pas que ça joue pas sur 1 ou 2% ou des choses comme ça, mais c'est pas quelque chose qui crée la dynamique du RN ou qui crée la dynamique de Jean-Luc Mélenchon. Le plus important, et qui crée la dynamique de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, c'est que dès le 8 octobre, le gars est carré et est déjà en train de tenir la ligne. C'est que pour les retraites, le gars est carré et en train de tenir la ligne. C'est que pour le 10 septembre, le gars appelle à la grève générale. En fait, c'est ça qui fait que dans les médias, ça résonne. Après, oui, qu'ils boivent un lait frais sur TikTok, c'est très bien, mais je suis pas persuadé que ce soit ça qui change le game. Et pour Bardella, c'est pareil. Il peut faire le mec sympa, il peut aller voir Karine Le Marchand et tout. C'est pas ça qui va permettre. Ça, c'est presque un effet du fait qu'il est en train de devenir hégémonique et donc qu'il y a des émissions qui sont intéressées par le fait de récupérer son image. Mais c'est pas ça qui fait qu'il pèse 28% dans les sondages, tu vois. C'est ça. Et surtout que c'est aussi une mauvaise analyse, tu sais, de ce que sont les médias de masse, que ce soit France Inter, M6, comme tu l'as dit. C'est toujours des gens qui sont du côté de la conservation et du pouvoir. Si le pouvoir se décentre à gauche ou à droite, arrêtez de croire que France Inter était à un moment à gauche et est devenu plus droitier ou macroniste. Non, ils sont du côté du pouvoir. Donc quand le centre du pouvoir, avant la crise, il est encore libéral, il peut se le permettre, bah oui, ils sont du côté de ce pouvoir-là. Et quand le pouvoir se déplace vers plus d'autoritarisme et de réaction parce que comme on dit, il ne peut plus, que la baisse tendancielle du taux de profit se fait trop, bah ils suivent. Donc jamais les grands médias ne sont de gauche ou de droite, ils sont toujours du côté des intérêts du pouvoir. Et effectivement, ces intérêts correspondent avec des idéologies
adéquates en leur temps, plus ou moins libérales, plus ou moins autoritaires, etc. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Tu parlais de Mélenchon. Oui, Mélenchon, sa communication, c'est secondaire. Ce qui est fond, c'est la stratégie politique. Sa stratégie de conflictualisation, ça, c'est pas de la communication. Ça, c'est une stratégie politique, frontale, organisationnelle, etc. Et le RN a grimpé là aussi, parce qu'ils ont eu une stratégie politique d'avoir cette espèce de double sens là entre être anti-système et être la nouvelle droite, voilà. Et c'est ça qui fait sa force, etc. Mais ça, c'est pas de la communication, c'est de la stratégie politique. Moi, ce qui m'amuse, et là, on va refaire nos points de vue sur l'identité sujet-objet, mais en fait, pourquoi il insiste tant sur le facteur endogène de la montée du RN, la communication? Mais parce que c'est son taf de dire que la communication, c'est importante à Viktorovitch. C'est un type qui a un doctorat d'explication en communication, de rhétorique. Donc, s'il disait... Bah non, la communication, ça sert à rien, c'est bidon. Bah t'es bidon aussi, mon pote, parce que tu étudies un objet qui est bidon. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, tu vois qu'il va trouver que c'est hyper important. Le fait est que Emmanuel Macron, il a bien une responsabilité dans cette place prise par le RN et que c'est cette place prise par le RN qui déstabilise nos institutions dont il prétend aujourd'hui être le garant. Non, mais... Ouais, en plus, la stabilité de nos institutions de la 5e, nous on s'en balèque, mais bon, bref. C'est un peu ça, quoi. Pardon, il rend fou. Donc voilà. Bon, qu'est-ce que t'as pensé par rapport, parce que là on est dur, mais parce qu'on n'est pas sur la même ligne que lui. En même temps, Clément Viktorovitch. Après, on parle peut-être pas non plus au même public, tu vois. Mais par rapport à la somme des analystes, faut quand même avouer que c'est quand même pas trop mal, je veux dire, par rapport à ce que tu peux voir à la télé. Je veux dire, si vous voulez me faire dire qu'entre Raphaël Enthoven et Viktorovitch, je préfère Viktorovitch, oui, c'est le cas. Et même entre Viktorovitch et plein d'autres analystes sur YouTube, je préfère Viktorovitch. Après, ça reste assez limité et il faudrait que ça puisse être un premier pas, tu vois, pour aller plus loin. Et que les gens ne se cantonnent pas à se dire « Ah bah oui, c'est la faute de Macron », parce qu'encore une fois, une bonne vieille pancarte Micron démission, c'était déjà le cas, quoi. La bonne analyse politique, posez-vous cette question, elle vous fait un effet. Et pas un effet de « Ah ouais, il dit exactement ce que je pense ». Elle vous fait un effet de « Waouh, j'avais pas vu ça comme ça ». C'est comme un bon livre. Quand vous dites « Putain », tu vois ce que je veux dire, le truc où t'as besoin de le relire. Moi, quand j'ai découvert le graphique, j'étais là « Waouh ». Tu vois, et tu fais waouh, tu vois. Et là, pour moi, c'est du blabla. Pour moi, on a répété des trucs que plein de gens répètent. Voilà. L'intention est bonne, mais j'ai envie de dire à Clément, comme Aimé Jacquet en 98, à Robert, quoi. Attention, Clément. Muscle ton jeu, là, parce que tu vas au-delà de grosses déconvenues. Donc, Clément, bien, mais encore un peu tendre pour rentrer au niveau de l'analyse de l'appât du team, je pense. Voilà, c'est mon avis. Il y a aussi, tu sais, ce que t'en fais aussi. Un peu comme les Gilets jaunes. Qu'est-ce que t'en fais? T'as dit Macron a trahi. Ok. Tu vois, enfin, je veux dire que t'as aucune main sur le mec, tu sais pas trop quoi en faire. Alors que si tu dis, voilà, il y a des classes qui s'organisent, il y a telle classe qui fait ci, telle classe qui fait ça, il y a des organisations de classes. Bah, je veux dire, t'en déduis quand même que tu pourrais très bien adhérer à un syndicat, à un parti, à une asso, militer, enfin voilà. Là, je sais pas trop ce qu'il faut en tirer du fait de dire bah ouais, Macron a trahi, t'as l'impression qu'il aurait pu ne pas trahir, en fait, qu'un autre mec à sa place aurait eu un discours différent et que le monde serait changé, tu vois. Enfin, c'est un peu dépolitisant, en final, comme analyse, parce que tu peux pas en tirer grand-chose dans la pratique concrète, quoi. C'est ça, c'est dépolitisant. Et d'ailleurs, en plus, il est obligé, je pense consciemment ou inconsciemment, c'est peut-être sa fausse conscience qui parle, c'est que, tu sais, il sort un peu de son rôle un peu analyste, froid. Tu sais, il en rajoute, il rend fou, excusez-moi, je me suis laissé emporter, etc. En fait, c'est tellement naze dans le contenu qu'il est obligé d'en rajouter un peu dans la forme, tu vois, genre d'agacement. Parce que je pense que même lui se rend compte qu'il dit des trucs un peu fluffy, quoi. Yes. Bon, on va s'arrêter là. Sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee pour faire vivre l'assaut, pour pouvoir permettre de payer le monteur et le miniaturiste, le graphiste. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, à aller voir sur ma chaîne Padu la dernière vidéo sur la science. Justement, on parle du rapport des classes à la science et notamment, ça peut permettre de sortir d'une certaine vision zététicienne, on va dire, de bas étage, un peu positiviste. N'hésitez pas aussi à aller voir Position Revue, tout ce qui est sorti. Il y a un article là de Doumit Dimitri sur le dernier prix Nobel d'économie qui vient de sortir. N'hésitez pas non plus à aller voir nos Insta, nos TikTok, Twitter et tout ça. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut!